Bonjour à tous et à toutes, je suis Albène Buriel. Je vais vous présenter ce qu'est l'humanitaire d'urgence à travers de quelques principes de base de manière à introduire ce domaine d'action. À l'origine de l'aide humanitaire ou de l'action humanitaire, il y a des catastrophes naturelles et aussi des conflits armés. Alors moi, je suis plus spécialisée dans les conflits armés, donc c'est ce que je vais vous introduire. On donne des éléments de définition des conflits armés selon qu'ils soient internationaux ou non internationaux dans le droit international des conflits armés. Donc un conflit armé survient chaque fois qu'il y a un combat entre États ou des violences armées prolongées entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou simplement entre des groupes armés organisés, donc sans qu'il y ait intervention de l'État ou des forces militaires de l'État. Un conflit armé international survient lorsque l'État utilise la force armée contre un ou plusieurs autres États. Le terme s'applique également à toutes les occupations militaires, totales ou partielles, même si l'occupation ne rencontre aucune résistance armée. Enfin, les conflits armés non internationaux, également appelés conflits armés internes, qui peut être par exemple le cas d'une guerre civile, se déroulent sur le territoire d'un État et n'impliquent pas les forces armées d'un autre État. Un exemple est l'utilisation des forces armées de l'État contre des groupes dissidents, rebelles ou insurgés. Alors, ce qui va souvent avec des conflits armés, ce sont les déplacements forcés. Et voici donc quelques chiffres. Il faut savoir qu'il y a une densité importante des déplacements forcés, ou non, mais dans ce cas, c'est des déplacements forcés, et que les camps, les campements, sont un usage standardisé dans la gestion des migrations, notamment par les organisations internationales et humanitaires. Donc, on a, par exemple, 68,5 millions de personnes en situation de déplacement forcé, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Ce sont 40 millions de déplacés internes, toujours selon le HCR, donc déplacés à l'intérieur de leur propre pays. 25,4 millions de réfugiés, dont plus de la moitié ont moins de 18 ans. Et puis 84% des réfugiés sont accueillis dans des pays en développement ou en voie de développement. Souvent, c'est des pays limitrophes. Alors, cela vient à contre-courant du fait que on imagine que la plupart des migrants viennent en Europe ou dans les pays occidentaux. J'ai choisi aussi de vous présenter les phases de l'urgence qui me paraissent très importantes, puisqu'il y a aussi des confusions sur ce qu'est l'urgence, ce qu'est l'humanitaire d'urgence, ce dont je vous parle aujourd'hui. Il faut savoir qu'en 2007, il y a eu une réforme de l'humanitaire où l'on a souhaité mettre en relief l'approche intégrée ou le LRRD, Linking Relief, Rehabilitation and Development. Donc, je vous dirai un petit mot sur la diapositive suivante à propos de cette coordination des temps de l'humanitaire. Alors, vous voyez en rouge, il y a la catastrophe, il y a le conflit armé, il y a l'urgence extrême, il y a la phase aiguë, la crise aiguë. Avant cela, l'action humanitaire, les organisations peuvent prévenir le conflit. C'est par exemple, ça peut être des campagnes de sensibilisation éducative sur la violence, sur l'impact des mines. Ça peut être aussi la gestion des récoltes, la gestion de l'eau, pour atténuer les risques et ensuite être préparé à l'éventuelle catastrophe naturelle ou aux conflits armés, ou ce qu'on appelle des crises complexes qui allient les deux. Il y a très peu de récoltes, il y a une famine, mais il y a aussi le déclenchement d'une crise, d'un conflit armé. Et donc l'urgence, et il y a la réponse immédiate, la réponse d'urgence. Ensuite, quand il y a une stabilisation, lorsqu'il y a à peu près les services de base qui sont assurés par l'État et les ONG, lorsque les besoins vitaux sont à peu près assurés, on parle de relèvement précoce pour donner au fur et à mesure la main à l'État et aux services de l'État, aux services publics, pour qu'ils reprennent leur mission. Et ensuite le relèvement et puis la reconstruction. Et on arrive dans les phases de développement. Et là, on va venir en soutien sans que ça soit vital. Donc voici pour les phases d'intervention de l'action humanitaire d'urgence. Alors, je vous parlais de LRRD. En français, c'est le URD. Donc, il s'agit de faire le lien entre l'urgence, la réhabilitation et le développement. On définit l'urgence comme une action lors d'une situation exceptionnelle qui déstabilise et met en péril les systèmes en place, empêchant ainsi l'accès aux services pour la population et nécessitant une intervention d'appui externe, d'où l'international. Mais pas que, il y a aussi souvent des organisations, des ONG locales qui viennent en aide, en appui, etc. La réhabilitation, c'est basé sur la reconstruction physique et morale suite à une crise. Et puis ensuite, le développement, c'est lorsque les actions humanitaires
de développement s'inscrivent sur le long terme avec un objectif d'implication des populations et des institutions locales. Donc on verra que faire le lien entre les trois, finalement, c'est aussi tenter de faire participer les populations, qu'elles expriment leurs besoins dès le début. Et à contrario, dans l'urgence, c'est aussi de viser le long terme, c'est-à-dire peut-être d'avoir des données, d'inscrire des actions qui puissent être ensuite prises en charge sur du long terme en développement. Ce qui me semblait aussi important de vous préciser, c'est qu'est-ce qu'une action humanitaire finalement. Donc on dit qu'une action vise sans aucune discrimination et avec des moyens pacifiques à préserver la vie dans le respect de la dignité et de restaurer l'homme ou l'humain dans ses capacités de choix. Alors, dans les secteurs de l'action humanitaire internationale, il y a des principes que je vais vous énoncer, il y a des acteurs, donc il s'agit d'ONG, mais aussi des institutions locales et internationales, mais il y a aussi des entreprises privées, par exemple, la société civile, des populations, etc. Il y a des actions, donc on va le voir aussi. Il y a plusieurs secteurs de domaines d'intervention qui elles-mêmes organisent différentes actions qui sont très très diverses, qui peut aller de l'accès à l'éducation dans une école pour filles à l'installation de toilettes dans un camp. Et puis il y a les organisations. Il y a l'assistance, donc sur le terrain, et puis et la protection, bien sûr, et puis il y a le plaidoyer, ce qu'on va faire auprès des autorités pour qu'elles fassent leur boulot, entre guillemets, ou les organisations internationales, de manière à avoir plus de fonds, de mettre en avant les besoins, etc. Donc, ce qu'on va qualifier une action humanitaire par la phase, qu'on a vu tout à l'heure, développement, urgence, en gros, et les thématiques qu'on va voir tout de suite. Puisqu'en fait, dans l'humanitaire, on parle de clusters, donc de groupes sectoriels, qui ont été définis par l'Office de coordination de l'action humanitaire et l'Interagency Standing Committee, l'IASC, donc par des Nations Unies. Et donc, on définit ces thématiques de manière à avoir des coordinations par secteur. Donc, la santé ici, la logistique, la nutrition, la protection, l'abri, le shelter, le WASH, le Water Sanitarization and Hygiene, et aussi tout ce qui est Camp Management and Camp Coordination pour gérer les flux de déplacement, le Early Recovery, donc relèvement précoce, on en parlait tout à l'heure, l'éducation, gros domaine aussi, et tout ce qui est télécom, communication d'urgence, et la sécurité alimentaire. Donc, ces thématiques-là sont coordonnées au niveau international, puis par région, quelquefois, quand il y a besoin, donc région entre pays, et puis par pays, et puis au sein des pays, par secteur. Ça va jusqu'aux villes. S'il y a des villes, je pense à Mossoul en Irak, il y avait une coordination pour Mossoul seulement. Alors, on a une coordination entre types d'acteurs, mais aussi entre types de groupes sectoriels, et enfin, intersectoriels, c'est-à-dire que l'éducation et la santé, et je pense au camp coordination, à la coordination du camp, et à la protection, bien sûr, à la protection de l'enfance, se rencontraient régulièrement pour faire des points sur la prise en charge, le soutien qui était fait aux enfants et à leurs familles. Voilà, donc le cluster, c'est quand même très important. Je pense aux designers qui nous écoutent, je vais y revenir dans une autre vidéo, mais le design pourrait potentiellement se retrouver dans tous ces clusters-là, puisqu'en fait, donc déjà, il y a de l'intersectoriel, donc on peut avoir un programme, par exemple, lié à l'abri, qui serait aussi avec le cluster éducation, pour éduquer justement à la gestion, peut-être à la fabrication d'habitats, d'un certain type d'habitat par les populations elles-mêmes, etc. Et à la logistique, par exemple. Donc, potentiellement, le design pourrait se retrouver dans tous ces secteurs. Je voulais quand même vous parler des principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance qui ont été mis en place par l'OCHA en 1991, puis le principe d'indépendance en 2004. Ce sont les fondements auxquels on se réfère souvent. Donc, je vais vous les citer. Le principe d'humanité signifie qu'une solution doit être trouvée aux souffrances humaines, partout où elles se manifestent, en prêtant une attention particulière aux populations les plus vulnérables. Le principe de neutralité, lui, signifie que l'aide humanitaire ne doit favoriser aucun camp, aucun parti, lors de conflits armés ou autres. Le principe d'impartialité signifie que l'aide humanitaire doit être octroyée sur la seule base des besoins, sans aucune discrimination. Enfin, le principe d'indépendance, depuis 2004, signifie que les objectifs humanitaires doivent être détachés des objectifs économiques, militaires ou autres. Donc, bien sûr, il y aurait beaucoup à dire sur ces principes. Comme je l'ai dit, sont
remises en cause systématiquement. Voilà, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin sur cette vidéo, mais il faut les discuter. Je vais terminer cette présentation avant le concours par la norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité produite par le CHS Alliance, le groupe URD et le projet Sphère, qui sont des acteurs importants dans l'humanitaire. Je vous invite à aller voir plus profondément sur leur site notamment. Et donc, vous retrouvez au centre les communautés et les personnes affectées par les crises. On retrouve nos 4 principes ensuite. Et puis, viennent ensuite 9 normes humanitaires. Donc, je vais les énoncer. La première, c'est la réponse humanitaire qui est adaptée et appropriée. Deuxièmement, la réponse humanitaire est efficace et fournie à temps. Troisièmement, la réponse humanitaire renforce les capacités locales et évite les effets négatifs. Le do not harm qui est prégnant dans l'humanitaire. En quatrième, la réponse humanitaire est fondée sur la communication, la participation et les retours d'informations. On appelle ça le feedback mechanism, qui est aussi très important et sur lequel on compte beaucoup. C'est des éléments qui sont très discutés aujourd'hui. Cinquièmement, donc, les plaintes sont bien accueillies et traitées. Sixièmement, la réponse humanitaire est coordonnée et complémentaire. En 7, les acteurs humanitaires apprennent et s'améliorent de façon continue. Donc là, on pense à l'évaluation et aux résultats de l'évaluation dont on se sert pour modifier les actions, les manières de faire. Huitièmement, le personnel est soutenu pour réaliser son travail efficacement et être traité de façon juste et équitable. Donc là, on pense à toutes les politiques RH de ressources humaines, entre eux, par exemple, les personnes qui viennent de l'extérieur, des expatriés en fait, et les personnes locales. Et enfin, la 9e proposition, c'est les ressources sont gérées et utilisées de façon responsable et pour l'usage prévu. Donc voici 9 éléments de réflexion importants qui montrent combien il y a une réflexion sur la qualité et la redevabilité faite aux populations dans l'humanitaire d'urgence. Enfin, je vous ai mis quelques réflexions un peu plus globales sur les acteurs de l'humanitaire. On constate qu'il y a une diversité importante des acteurs, notamment donc, les personnes entre les organisations internationales, les ONG et donc locales et internationales sont amenées à se coordonner. Il y a des cultures humanitaires. On pense par exemple aux ONG américaines, aux ONG françaises aussi, avec les sans-frontiéristes, etc. Il y a des mandats également, donc c'est intéressant de regarder lorsque l'on veut travailler dans une ONG humanitaire, c'est quels mandats elles ont. Au-delà des principes, etc., c'est pas seulement ce qu'elles font, ça va un peu plus loin. Ensuite, c'est de s'appuyer sur des... Il y a une grosse tendance à vouloir s'appuyer sur des capacités locales. Et donc, on parlait de community-based practices ou projects, donc où vraiment on va avoir des moyens qui sont mis en place pour évaluer les besoins déjà, mais pour que les personnes participent elles-mêmes à leur évaluation des besoins, etc., à toutes les étapes de la gestion de projet. Et donc, il y a aussi des acteurs externes et des acteurs internes au conflit, par exemple, qui n'est pas toujours facile à cerner. Un avant-dernier élément sur les compétences et le professionnalisme, j'en ai pas beaucoup parlé de l'évolution de l'humanitaire, de l'histoire, de l'historique, mais on s'aperçoit qu'il y a eu un énorme changement en très peu de temps, disons en 50 ans, où finalement aujourd'hui les personnels humanitaires n'est plus le gars qui veut filer un coup de main dans une ONG en bénévolat pendant 3 semaines. Il y a des formations très importantes. Souvent, il faut cumuler quand on a, par exemple, un bagage, je pense, au designer. Imaginons on a un bagage en design, il n'est pas rare qu'on doit faire en plus un master en management humanitaire si on veut être amené à vraiment être spécialiste dans ce domaine. Rares sont les laissés-passer sans une formation très directe dans l'humanitaire. Je pense par exemple à l'Institut Bioforce ou à l'IRIS à Paris. Mais il y en a d'autres. Et puis enfin, j'ai laissé donc l'importance des bailleurs de fonds, puisque comme partout, hein, en tout cas comme dans beaucoup de domaines, les bailleurs de fonds, leur exigence des bailleurs de fonds publics et privés sont primordiales et c'est ce qui fait tourner un peu la machine, avec des risques d'adapter la réponse à ce que le bailleur nous réclame, plutôt même que de le faire pour les populations, en tout cas de le faire à partir de ce que l'on voit sur le terrain, pour avoir le contrat de financement validé, pour avoir les subventions, etc. Donc ça, c'est un peu des risques qui peuvent se retrouver dans l'humanitaire. Voilà, merci.